l'histoire de comment c'est né à travers un festival. C'est une initiative qui est partie du monde universitaire, qui a ensuite transformé aussi les territoires, et qui pose un certain nombre de questions sur la réutilisation, sur l'expérimentation. Et je me réjouis vraiment d'entendre pour voir si je peux appliquer ça aussi. Merci beaucoup. Alors, il faudrait juste que j'aille la tête. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je suis très content de vous présenter Bellastock aujourd'hui. Alors, on en parlait auparavant. Je vais vous montrer un petit peu l'historique de ce groupe d'architectes. On commence en étant une association, aujourd'hui on est une coopérative, comme vous le citiez. On est 13 architectes à travailler à temps plein dedans. On va retrouver des chercheurs, d'autres qui sont plus des constructeurs. Mais il y a ce même ADN qu'on retrouve dans tous nos projets, c'est cette dimension d'expérimentation. On commence avec cette idée, on est en école d'architecture et on a envie d'aller se confronter à la matière et se confronter au terrain. Et c'est ça le point de départ de Bellastock. Et je vais vous montrer comment, depuis cette envie de départ, la colonne vertébrale, qui est cet événement qu'on organise chaque année avec des milliers de jeunes architectes, commence à développer des expertises. Et ça donnera peut-être des pistes sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, travailler sur les ressources, impliquer les gens aussi dans les projets d'archi ou d'urbanisme que l'on mène. Et donc, je vais vous faire un petit historique rapide pour que vous compreniez d'où on vient. Donc l'idée, elle est simple au départ. On part avec une centaine de personnes et on organise un événement où l'idée est simple, les gens conçoivent, construisent, habitent leur projet et ils démontent. Et on se rend compte très rapidement qu'on génère pas mal de matière à l'issue de cet événement. Et c'est là où on va commencer à s'intéresser à la question des cycles des matériaux et en fait se dire que un matériau a un cycle normal et que nous on fait une boucle pendant ces 4 jours pour l'utiliser avec les 1000 participants. Le projet commence à grandir, il y a un vrai intérêt, on passe de 100 à 600 personnes en 2010 où on travaille sur la question du sable. Là on a cherché une carrière aux alentours de Paris, on a utilisé cette matière et à la fin de l'événement on a juste rendu la matière au sol. Donc c'était important pour nous de transmettre aux étudiants l'idée qu'ils ne construisent pas pour l'éternité, ils construisent dans des cycles et que les matériaux qu'ils utilisent, un jour ils retourneront à la terre et que en fait, la déconstruction, c'est un des premiers volets que les architectes doivent prendre en compte. Un jour, il faudra déconstruire. Le projet continue à grandir, on accueille 1 millier d'architectes qui arrivent de l'Europe entière. Donc là, on commence à fédérer de plus en plus d'architectes, on l'ouvre à des designers, à des urbanistes, des ingénieurs. Et on utilise l'événement aussi pour se rencontrer et on commence à étoffer le contenu pédagogique. On organise des conférences de spécialistes dans les écoles pour que les gens puissent se renseigner. Nous, on fait des expérimentations en amont. Et en fait, l'objectif derrière tout ça, c'est que ça ne soit pas juste 4 jours d'expérimentation, mais qu'ils aient un bagage théorique avant de venir. 2012, c'est une étape importante pour Bellastock, puisqu'on va travailler sur la question du réemploi de matériaux. Donc on va collecter autour de l'Île-de-France tous les types de matériaux qu'on va pouvoir recycler. On travaille avec les grands centres de recyclage français. Et vous voyez ce luminaire qui est au centre, c'est des tubes de réseau incendie qu'on allait démonter dans un bâtiment. Et les Skydome, on en a clipsé 2 pour faire ces gouttes d'eau suspendues en l'air. Et c'est la première fois que nous, on va aller collecter de la matière dans un bâtiment pour l'événement. Et c'est ce qui a déclenché le projet que je vais vous présenter après, qui s'appelle ACLAB. Pour continuer sur cet événement, on part, et chaque année on choisit un sujet. Donc, tout à l'heure on parlait de la montée des eaux. En 2014 on a soumis l'idée de travailler sur l'architecture et l'eau. Je veux juste vous signaler, et ça c'est un autre point important, c'est les matériaux, vous voyez, qui sont tous liés à la corde. On attache une attention particulière à tout ce qui articule nos matériaux. On ne les scie pas, on ne les cloue pas, on ne les visse pas. Ce qui fait que tout le bois que vous avez sur cette image, il est déjà fléché vers un autre projet Bellastock où on va remettre en œuvre ce bois. Mais il est hors de question qu'une expérimentation, un test à cette échelle génère des déchets. Donc on a toujours une attention particulière, on fait pas mal d'installations au serre-joint, à l'assemble, on vient pincer, on vient fixer les éléments entre eux pour pouvoir récupérer toute cette matière, puisqu'il y a cette idée de l'utiliser pendant quelques temps, mais que ça ne finisse pas à la veille. En 2015, on travaille sur la question de la mobilité. Donc là, on a une cuisine pour nourrir 500 personnes qu'on doit déplacer en seulement une nuit. Et il y a aussi, on a un travail particulier sur comment la démontabilité de nos ouvrages. On verra que ce que l'on fait sur ce projet, ça nous inspire aussi dans les projets qu'on mène aujourd'hui et comment Bellastock fait
la conception, cette idée de déjà penser la démontabilité, c'est quelque chose qui est très présent dans nos projets. Alors ça, voilà, là je viens de vous résumer 10 ans d'histoire de Bellastock. En 2016, on va fêter nos 10 ans et on va s'interroger plus particulièrement à la notion de l'implication habitante. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'un projet urbain, on puisse collecter la parole habitante. Donc là, on leur a demandé, ils ne construisaient plus leur abri, ils ne dormaient pas dans ce qu'ils construisaient. Donc on avait créé, dans le fond, là vous avez un camping sur 4 étages en échafaudage, donc il y avait 400 personnes qui dormaient là-dedans. Au centre, on a la zone atelier, on a les zones de vie. Donc nous, on avait préparé le lieu pour que les architectes arrivent et on avait fait une enquête de 2 mois, puisqu'on est le long du canal de l'Ourcq à Bobigny. Et pendant 2 mois, on allait collecter de l'information de qui utilise ces lieux, comment ils le verraient améliorer, augmenter, qu'est-ce qu'on pourrait y faire. Et donc on a réalisé des cahiers des charges qu'on a donnés aux participants avant de venir. Donc là, on a un premier résultat des zones qui ont été construites par les participants pour pouvoir agrémenter ce parc. Tout ce que l'on fait dans ce genre de projet, c'est des chantiers ouverts, c'est-à-dire que le chantier est accessible, il est perméable, on peut facilement accueillir un habitant pour qu'il s'implique avec nous. C'est parfois pas le plus facile, hein. On se demande pas. Là, on a quand même c'est des professionnels qui construisent avec des étudiants en architecture. On essaie quand même de collecter la parole habitante et de rendre le projet potentiellement mutable, avec cette capacité à le rendre plus approprié par les futurs usagers. Et donc c'est là où Bellastock va lancer un de ses axes qui s'appelle l'urbanisme de transition. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette notion, mais c'est plus faire un projet urbain où on dessine le projet, on attend 10 ans et puis on regarde si ça marche. C'est dès l'année 1, on fait des tests. Donc là, ces structures, on les a laissées pendant 3 mois. On a regardé comment elles ont été utilisées, si elles ont fonctionné ou pas. On en a supprimé, on les a préconisées dans le nouveau projet urbain. Mais c'est se permettre cette agilité et cette capacité à faire du projet urbain dès l'année 1 et puis aussi permettre à ce que les habitants s'accaparent le projet. Là, je ne vous ai pas amené de projet qui en parle, mais par exemple, on travaille avec les écoles du quartier pour aussi, et là on parlait de formation, on disait que c'est important aussi qu'on donne des outils aux plus jeunes pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'un projet urbain, quels sont les mécanismes, les étapes, comment on fait un projet d'architecture. Tout ce projet, on l'a présenté dans des maisons de quartier, des écoles, pour que, en gros, des jeunes qui sont sensibilisés à ces questions-là soient des citoyens un peu plus concernés par comment on fait leur vie et comment on la construit. Je n'ai pas d'image qui vous l'explique. Après ça, donc, le 2012, on lance l'expertise sur le réemploi de matériaux. Je vous ai ramené 2 projets plus spécifiques après. En 2016, on parle de l'urbanisme de transition. Aujourd'hui, on est en train de s'intéresser à la question des biosourcés et notamment au travers d'une usine mobile qu'on a fabriquée en 2017, puisque le Grand Paris va générer 40 millions de tonnes de terre avec le Grand Paris Express, puis toutes les gares qui sont creusées. Qu'est-ce qu'on fait de cette matière? Donc il y a un appel à projet qui est lancé, comment transformer de la terre en potentiel matériau à construire. Donc on se rapproche de Cratère, qui est un laboratoire grenoblois, qui est connu mondialement pour la diffusion de sa culture et de son travail sur la question de la terre. Et puis on va développer ce qu'on a appelé une fabrique, une usine mobile de fabrication de blocs de terre comprimés. Donc on est allé chercher de la terre sur un chantier, ensuite on opère le mélange, il y a le malaxeur qui nous permet de mélanger notre terre. Ensuite on l'amène dans cette presse, et pendant 2 mois, on a fabriqué 17 000 blocs de terre comprimés. Bien évidemment, et ça c'est important, c'est aussi comment est-ce que le fait de transformer de la matière sur un territoire, comment est-ce qu'il peut impacter et développer économiquement le lieu sur lequel on s'implique. Donc là on est à l'île Saint-Denis, on est dans le 93, on a travaillé avec 4 salariés en insertion, et en fait, c'est ça l'idée d'avoir une usine de fabrication qui soit mobile, c'est-à-dire qu'on vient sur la ressource, on la transforme sur le territoire où on est, et c'est plus aller prendre de la ressource, l'acheminer, la transformer, puis la retransporter. On économise à la fois des transports et on développe le territoire sur lequel on s'implante. Donc voilà les 17 000 blocs de terre comprimée produits. L'événement a lieu, on le met à disposition des 500 participants.
Là, je vous ai ramené juste pour que vous voyez comment la ville évolue pendant les 4 jours. C'est plus par curiosité. Donc le premier jour, ils construisent tout ce qui sont les murs. Nous, c'est important aussi qu'on garde ces traces. Donc on a des équipes de retranscription qui montrent comment la matière elle évolue pendant les 4 jours de l'événement. Deuxième jour, ils améliorent un petit peu leur structure, travaillent sur les distributions. Troisième jour, on est vraiment sur la ville plus aboutie, c'est là où on accueille du public. On a aussi cette volonté au Belastok de rendre toujours nos projets le plus accessibles au grand public pour qu'on puisse en faire un débat qui soit commun et collectif. Et on obtient au bout des 4 jours cette ruine. Donc vous voyez, c'est la ruine d'une ville qui a été habitée pendant 4 jours. Et surtout, vous voyez les blocs de terre comprimés. Ah, merci, c'est ça. Parce que, comme ça doit tenir en 20 minutes et que j'ai plein de choses à vous dire, je vais un peu vite. Alors, les blocs de terre comprimés qui sont en bas à droite, bien évidemment, on les a conservés. Et aujourd'hui, on a fait un projet dans le nord de Paris, dans le 93, avec un architecte. On a dessiné un restaurant qui est lié à l'insertion. Et donc, tous les blocs de terre comprimés qui ont été utilisés pendant l'événement, donc les terres de déblai anciennement, sont maintenant utilisés dans ce projet. Et donc c'était pour conclure sur cette idée que le festival nous a permis de développer des expertises, mais il y a finalement le gros chapeau pour Belastok, c'est cette notion d'utiliser les ressources d'un territoire. Comment est-ce que dans nos projets d'architecture, quand on vient quelque part, on s'intéresse à la ressource en termes de matière, est-ce que je déconstruis, est-ce que je peux récupérer de la matière quelque part, et puis il y a aussi un autre aspect qui est important pour nous, c'est la ressource en termes de structure et de personnes qui vivent sur le territoire où on vient. Donc on fait systématiquement un diagnostic matière et un diagnostic territorial, où on va à la rencontre de toutes les assos qui sont sur le territoire, sur lequel on s'implante, et c'est eux qui nous donnent finalement les pistes et qui sont les futurs utilisateurs de ce que l'on construit. Comment on est passé d'un festival à une structure? Donc, comment on est passé d'une association à une société coopérative qu'embauche aujourd'hui 13 personnes? Au fil de ces expériences, on a tiré quelques conclusions. L'idée d'apprendre en construisant, c'est cette idée on parlait tout à l'heure de la recherche. Nous, c'est très recherche-action. C'est-à-dire qu'on va d'abord sur le terrain et on se confronte à la matière et aux problèmes d'un territoire avant de tirer des conclusions et d'essayer d'améliorer et d'optimiser ce que l'on fait. Apprendre en habitant, c'est cette idée d'être plus proche des usagers pour que nos projets soient vraiment agiles sur cette notion-là. Le processus de recherche, expérimenté, et la question des ressources dont je parlais avant. Donc, à partir de là, on a développé en 2012 un projet qui s'appelle ACLAB, qui traite de la question du réemploi de matériaux. Le chantier, on l'a aussi rendu perméable, je vais vous montrer quelques exemples. Et puis, on a intégré la dimension artistique dans le chantier également. Donc ACLAB, il commence en 2012, il part à partir de cette lampe que je vous ai montrée tout à l'heure, qui était en tube de tuyau incendie. On est au nord de Paris, on est dans le 93, c'est un peu notre terrain de jeu parce qu'il y a beaucoup de mutations urbaines, donc il y a énormément de ressources à disposition. On est à proximité d'un bâtiment, qui est un bâtiment du printemps, donc qui faisait des habits. Il a été construit en 65, il est démonté, il est démonté en 2013. Le bâtiment était encore sain, c'est juste qu'il y avait une pression telle qu'il fallait construire cet écoquartier qui est en cours de construction. Et donc Belastok se retrouvait à un moment crucial. C'était depuis cette emprise industrielle jusqu'à cet écoquartier. Comment est-ce qu'on fait pour que le hangar, ça devienne l'offre en termes de matériaux, et comment je l'intègre dans l'écoquartier à venir. Donc on avait 2 missions pour ACLAB. La première, c'était réaliser 6 prototypes issus des matériaux du hangar, et la deuxième, c'était créer le lien entre les anciens habitants de l'île Saint-Denis et les nouveaux, et rendre le chantier perméable. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on s'y est pris. Première mission, on commence par analyser le bâtiment. On regarde chaque élément qui compose ce hangar. Là, je vous ai ramené la fiche qui traite des poutres du hangar. On voit leur forme ovoïde, on les redessine, on les met sur des plans, on quantifie, on lui fait sa fiche. Et après, on va commencer à travailler avec les entreprises de déconstruction pour trouver des solutions pour les récupérer. Bien évidemment, c'était très expérimental.
ne pouvait pas récupérer la totalité du bâtiment. On a eu une enveloppe, on va dire, pour pouvoir récupérer un certain pourcentage de ces matériaux. Donc il y a eu un gros travail d'enquête pour comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui on déconstruit les bâtiments. Enfin, j'ai dit déconstruit, comment on démolit les bâtiments. C'est plus ça le terme, c'est-à-dire on broie tout et puis on met les matériaux chacun d'un côté et puis on envoie ça à l'autre bout du monde pour être traité. Et donc, dans notre petite enveloppe que nous avions, allez, on s'est rendu compte, au fur et à mesure de la déconstruction, donc là c'est un premier exemple, que les poutres du hangar, on obtenait à leur déconstruction, on obtenait des pierres qui faisaient toutes la même épaisseur. Donc on a commencé à faire l'opus incertum et on a proposé que les voies du parc de l'écoquartier soient faites exclusivement avec des pierres des poutres. Malheureusement, c'était une première fois qu'il fallait qu'on prouve le temps qu'on fasse le prototype, le bâtiment était déjà à terre. Et on avait récupéré que 1% peut-être de ce qui se faisait en poutre, mais ça laisse présager de tout ce qu'on aurait pu faire. Mais aujourd'hui, disons que c'était en 2012, maintenant on a plus de marge de manœuvre. Mais à l'époque, il fallait aller très vite. Donc voilà le type de résultat que ça a pu donner. Je vous ai ramené deux autres. Un autre prototype, ça c'est des tuyaux dont je vous parlais tout à l'heure qui nous ont permis de réaliser la première lampe. On a réalisé donc des systèmes de passerelles avec tout ce qui était filière métal dans le bâtiment pour le nouveau projet qu'on voit là, enfin pour les passages. Allez. Ça c'est notre atelier, donc bien sûr tout a été fait dans le lieu qu'on appelle ACLAB. Et donc dans ce lieu, on a une base vide chantier, c'est ce qui nous permet d'accueillir les habitants, ce qui nous permet aussi de faire les expositions. On a les ateliers, donc c'est l'endroit où on revalorise la matière. Donc là, on est sur l'exemple des poutres du hangar. On avait remarqué que dans le projet, il y avait des systèmes de gradinage pour descendre jusqu'à la Seine. Donc bien assez naturellement, on a proposé d'utiliser les poteaux pour faire des systèmes de gradinage. Aujourd'hui, comme les poteaux étaient trop dégradés, on a fait des pansements, donc on a refait un coffrage, on recoule du ciment et ça nous permet de remettre le poteau d'aplomb pour son nouvel usage. Bien sûr, on met tout ça en scène directement dans notre atelier, puisque l'idée derrière ACLAB, c'est que ça soit un lieu de vie. Donc plutôt que de faire une série de prototypes bêtes et méchants où les gens tournent autour, on les met en œuvre directement dans un parc. Donc, ce que je vous expliquais, la base vie, l'atelier, et on a la zone qu'on a appelée le jardin, donc un peu le showroom. Mais à l'intérieur de ce jardin, on va retrouver tous les prototypes qu'on a voulu mettre en œuvre. L'idée derrière ça, c'est d'inviter les futurs habitants de l'écoquartier, ceux qui y vivent déjà, et qui les utilisent directement, et que nous, on ait un petit feedback sur ce qu'on vient de construire, et si ça plaît ou si ça déplaît. C'est déjà arrivé pas mal de fois que ça déplaise d'ailleurs. Après, donc ça c'est plus les temps d'ouverture au public. Donc là on a Simon Boudvin qui a fait une œuvre à partir des pierres de fondation du hangar. Il a fait un dolmen qui malheureusement, on espérait qu'il allait durer pour l'éternité, mais un camionneur a fait une marche arrière dedans. Donc il n'est plus des nôtres, les lampes qu'on retrouve. Après des événements où là on avait tracé des systèmes de randonnée sur des pics de béton puisqu'elles bougent quasiment tous les mois. Et donc les gens pouvaient aller découvrir le territoire en hauteur, des pièces avec des designers qui travaillaient avec ce qu'ils trouvaient sur le terrain, des scénographes qui eux ont travaillé sur l'idée de plier la barrière de chantier pour créer un accident et donner l'envie à des personnes de l'extérieur de venir découvrir cet endroit un peu merveilleux. En gros, on est parti du postulat que le chantier en fait c'est un endroit de création assez magique. Et en fait, on s'en est rendu compte en invitant designers, artistes, que ça avait une capacité en termes d'imagination qui était très forte. Donc voilà, ça c'est plus dans la deuxième mission sur ACLAB qui était de rendre le lieu vivant et accueillant. Hop. À partir de cette expérience ACLAB, en parallèle, on écrivait une recherche pour l'ADEME, qui est l'Agence de développement et de la maîtrise des énergies en France. Et c'est un livre qui s'appelle Repart, R-E-P-A-R. Et
qui vise à outiller les architectes pour ne plus démolir, mais pour bien déconstruire les bâtiments. Et dedans, on retrouve tous les processus que nous, on a expérimentés, testés sur site, pour que nos confrères en France puissent eux aussi commencer à déconstruire et puis à démolir. Cette recherche, elle a fait pas mal de bruit au niveau national, et donc aujourd'hui, Bellastock développe des projets dans toute la France. Je vous en ai ramené un dernier pour illustrer un petit peu comment maintenant on a optimisé, comment on est passé à l'échelle au-dessus, puisque ce que je vous ai montré, ça restait quand même pas mal de l'aménagement extérieur et de l'espace public. Là, je vais vous montrer la première construction qu'on a réalisée en réemploi. Aujourd'hui, donc Bellastock est une coopérative, on est 13 à travailler au Bellastock. On a affirmé notre position sur la question du réemploi. On travaille sur tout ce qui est urbanisme de transition, comment on va favoriser l'implication habitante. On continue à faire des études et de l'appui aux politiques publiques. Ça c'est parce que, on le voyait tout à l'heure, parfois c'est la tête qui peut influencer et faire en sorte que ça change. Et bien sûr, comme il faut penser à ceux aussi qui feront l'architecture dans quelques années, la notion de formation dont le festival continue à faire partie. Cette structure, elle est intéressante parce qu'elle nous permet d'un peu agir. C'est-à-dire que ce qu'on apprend dans le milieu professionnel, on l'emmène directement avec les étudiants, et parfois ce que l'on ne se permet pas dans le milieu pro, avec les étudiants d'architecture, la jeunesse, la générosité qu'ils mettent dans les projets qu'on fait avec eux, et ben on se permet des choses qui nous nourrissent et qu'on fait remonter. Donc voilà, disons que c'est assez intéressant comme modèle pour une agence d'archi. Donc maintenant, je vais vous montrer un dernier projet pour illustrer la question de l'expertise réemploi. On est au Clos Saint-Lazare, on est encore dans le 93. On a un quartier qui a été construit dans les années 70, qui va être... il y a des plots de ce quartier qui vont être complètement rasés, et il y a l'idée de faire des nouveaux espaces publics. Alors forcément, Bellastock, on nous appelle. Première chose, quand on va voir ce quartier, c'est d'aller chercher des archives. On regarde, alors ça peut être le contenu photographique ou les détails de construction. En fait, plus tu connais la manière dont ça a été construit, plus ça sera facile d'accompagner les entreprises pour la déconstruction et de démanteler véritablement le bâtiment. Alors on fouille, bien évidemment. Et puis après, commence le temps de la déconstruction. Là, on va faire du conseil pour les entreprises de déconstruction. Donc là, par exemple, le procédé qui a été trouvé, c'est que pour récupérer des voiles, on a envoyé dans le bâtiment de la scie circulaire, et on est venu débiter des hauteurs comme ça dans les voiles, ce qui nous a permis de récupérer des voiles entiers. Alors, on a un peu amélioré toutes nos techniques liées à la taille de pierre. On continue à faire le bus incertain. Je vous disais tout à l'heure que ça ne plaisait pas. Là, par exemple, on a fait des joints plantés où on a gardé un peu la couleur des murs d'avant parce que nous, ça nous plaisait. Et forcément, les habitants nous ont dit il n'y a pas moyen qu'on garde ce type de détails. Les techniciens nous ont dit moi, je passe pas la tondeuse là-dessus. Donc, on a fait une série de prototypes. Et malheureusement, ça s'est fini avec des joints en ciment et des surfaces polies. Mais bon, au moins, ça plaît à tout le monde. Mais encore une fois, ce lieu, il nous permet d'expérimenter et d'avoir un peu des retours. Alors, bien évidemment, pour faire tout ce travail, c'est des tailleurs de pierre, des artisans qui bossent souvent avec Bellastock, qui sont venus sur le terrain et qui forment la régie de quartier. Je ne sais pas si c'est pareil en Suisse, mais les régies de quartier, c'est en gros, dans le quartier du Clos Saint-Lazare, des gens qui s'occupent plutôt des espaces verts. Là, on leur a dit, est-ce que ça vous tente de faire une expérience plutôt construction? Banco, c'est parti. Donc les tailleurs de pierre forment les agents de la régie de quartier. L'idée derrière, c'est que Bellastock continue à faire la passerelle de la déconstruction, récupérer la matière, mais c'est que pour la mise en œuvre, ça soit des gens du quartier qui s'occupent de leur espace public. Et ça revient avec la logique dont je vous parlais tout à l'heure. Comment est-ce que la matière, quand elle reste sur un territoire, elle favorise le développement économique et la montée en compétence des acteurs locaux. Alors voilà les voiles qu'on a récupérées. Alors ça a plus ou moins bien marché, hein. Forcément, donc nous on est là, on regarde et on est un peu stressé par les voiles qui se brisent, mais on arrive quand même à avoir certaines récupérations assez intéressantes. Après vient le temps de la revalorisation. Donc là, on redécoupe chaque élément. Derrière, vous voyez qu'on a construit une cuisine. C'est parce que tout l'été, on laisse le lieu en gestion aux associations du quartier pour qu'elles puissent utiliser la fabrique du clos.
voilà le résultat de ce qu'on obtient à la fin. Et puis, voilà le prototype qu'on a proposé, qui est un abri à vélo et un abri à poubelle pour le quartier. Alors forcément, on a fait tous les types de mise en œuvre dans un seul bâtiment, donc c'est pas facile à la lecture, mais disons qu'on va retrouver des voiles entiers glissés dans des IPN, des bandes découpées en hauteur qui font brise-soleil, des systèmes plus de l'ordre du Capla. Et puis, aujourd'hui, l'idée c'est que, ça c'est la maîtrise d'ouvrage, qu'à notre âge, donc ça tombe bien, qui va favoriser et qui va demander aux architectes qui vont construire les futurs abris à vélo et abris poubelles d'utiliser ces prototypes et d'utiliser la matière qui est sur le site. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et donc ça c'est un des projets, je pense, qui est le plus abouti sur tout ce qu'on a appris au fil des ans. On l'a mis un peu dans ce projet parce que on retrouve cette dimension d'utiliser la matière du site. Et puis l'ouverture estivale, il y a à peu près 200-300 personnes du quartier qui viennent là, qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui nous donnent des conseils aussi sur certaines réalisations. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions. Indépendamment de toute considération philosophique, est-ce qu'il y a un intérêt financier à faire des constructions reconstruites? Pas pour tout, mais par exemple les sols, l'Opus Incertum, on est 20% moins cher que si on achemine de la matière nouvelle. Ce qui est marrant en fait, c'est que on ne peut pas se permettre quand on fait du réemploi d'être plus cher, parce que c'est le premier argument qui est utilisé. Donc il faut qu'on soit à coût égal, donc ça demande beaucoup de créativité pour voir les engins qui sont sur place, comment ils déconstruisent de manière conventionnelle pour ne pas ramener d'autres engins, d'autres spécificités et faire avec ce qu'il y a sur le chantier et trouver des solutions de déconstruction. Ça c'est parce qu'on ne veut pas que ça soit plus cher et que souvent l'intérêt écologique et social, la maîtrise d'ouvrage, ça l'intéresse peu. Quelques-uns si, mais quand même leur première question c'est l'économie. Oui. Ah non, c'était pas le pilier, c'est tous les morceaux des voiles béton. Une fois cassés, on coupe les fers à béton, on les retaille et on fait des systèmes de mosaïque. Et le fait de conserver la matière sur place, par réacheminer de la matière pour construire, on a prouvé avec le CSTB en France qu'on était moins cher que du neuf. Ça, alors il faut que vous regardiez, ça s'appelle la fabrique du clos, CLOS. On l'a fait avec, c'est aussi la caisse des dépôts qui nous a permis d'aller aussi loin dans l'étude, mais tout est en open source, comme un repart. Rentable, on n'a pas étudié l'économie des blocs de terre compris. Par contre, comme ils ont 40 millions de tonnes de terre sur les bras, j'imagine que ça peut être rentable. Ouais. Alors si vous voulez un projet à grande échelle, ça c'est à Sevran. Ils ont monté une usine de fabrication de blocs de terre comprimés et ils sont en train de construire un lotissement à partir de blocs de terre. Donc je pense qu'ils seront plus renseignés parce que nous c'était vraiment expérimental à petite échelle, mais eux ils sont passés à l'échelle du dessus. Vous avez entendu? Soit parler plus fort.
et on était 3 employés en insertion. Ils tournaient quand même chaque jour parce que c'était assez physique. Moi, j'encadrais la chaîne de production et on avait un chercheur de chez Crater qui lui était plus là pour les mélanges, combien de matières on peut faire par jour. Il a optimisé, quoi. Il nous a formés. Mais ouais, au début c'est marrant, puis au bout de 17 000... Mais bon, voilà, les gamins.